Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction. Et avec mes trois invités, nous allons parler des charpentes de l'Orme. Avec moi pour en parler, un tailleur de pierre, Éric Bernard. Éric Bernard, bonjour. Bonjour. Avec le micro, vous êtes vous allez me donner tout, parce que vous avez un long CV. Vous êtes compagnon, architecte et tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Je l'ai bien dit? Tout à fait. Et vous êtes gérant de la société G-Bois. G-du-Bois. G-du-Bois. Oui. G-du-Bois, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative qui a vu le jour il y a 3 ans, donc à l'initiative de mon fils cadet, Galilée. Qui est à côté de nous. Voilà. Une histoire de famille toute simple qui a évolué très vite autour du sujet du bois court, de la ressource maîtrisée, etc. On va y venir après. Donc à côté de vous, votre fils, cadet, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Vous êtes Galilée Bernard. Et vous-même, donc, vous avez créé cette société. Et quelles sont vos fonctions exactement? J'ai comme fonction ancien gérant du coup et designer de la coopérative et celui qui gère la mise en place des pièces sur les mécanes, les machines et la robotique. Voilà, parce que vous travaillez beaucoup en robotique, hein, c'est ça? C'est ça. Et à côté de vous, un chercheur, Jean-François Caron, bonjour. Bonjour. Vous, Jean-François, vous êtes directeur de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées. Exact. Je vais vous demander de nous la présenter rapidement, mais aussi de nous présenter votre labo. Oui, donc je suis prof et directeur dans cette école et dans le laboratoire Navier, qui est un laboratoire qui s'occupe de toutes les problématiques de construction, avec une thématique dans mon équipe qui est vraiment sur l'industrialisation 4.0 de la construction, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés lors d'un congrès où on présentait nos travaux, et c'est comme ça qu'on s'est croisés avec G-du-Bois. Voilà, et on va voir comment vous allez essayer de travailler ensemble. Exact. Je n'avais jamais entendu parler de Philibert Delorme. Qui est-ce et qu'est-ce qu'il a inventé? Alors Philibert Delorme est un personnage assez important dans la culture architecturale pour la bonne raison, c'est qu'il est arrivé à un moment clé en France au niveau de la construction à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance. Tailleur de pierre, fils de vieille famille de tailleur de pierre lyonnais. Il a appris l'architecture à Rome d'une manière un peu empirique. Et il a été vite repéré par Henri II, qu'il a pris comme architecte, et qui très vite est devenu architecte du roi. Donc il a eu la responsabilité de très beaux chantiers, entre autres le château d'Annette. Et il a pu, disons, mettre en pratique en résultat d'études liées avec son expérience de tailleur de pierre et d'entrepreneur à Lyon avec son père, et qui était lié au bois court, pauvre, pour tout ce qui était coffrage, éléments qui structuraient la pose de la pierre. Et je pense que, enfin, personnellement, je pense qu'il a été très influencé par cet esprit de chantier pour pouvoir, en fin de compte, produire ce type-là de structure à petit bois, liée au fait de répondre à une demande de chantier et surtout de répondre à la pénurie qu'il y avait à cette époque-là du bois. Du bois, parce qu'on manquait de bois. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, si. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des bois courts. Tout à fait, voilà. Alors, expliquez-moi un peu le principe de la charpente. Je ne sais pas qui veut me le dire. Si, je peux finir là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que c'est des bois moisés par clouage qui prennent une forme demandée, donc très courbe, pour répondre à la pose de voûte en pierre de taille massive, qui était tout à fait nouveau, avec un principe de stérotomie, qui était vraiment un changement de paradigme de mise en œuvre. Donc là, nous, on s'est tout à fait calé là-dessus en se disant, étant donné qu'il y a une pénurie de ressources actuellement, on va essayer de le transformer à l'outil industriel et de pouvoir le produire d'une manière industrielle. Pourquoi c'est intéressant de produire ce type de charpente de façon industrielle? Pour la raison très simple, c'est que ça permettrait de simplifier la fabrication rapide et aussi de pouvoir faire des formes un peu plus complexes que la forme que Philibert Delorme avait développée avec sa charpente ovale, et d'essayer d'adapter un assemblage encore plus poussé autour du tenon
Donc on a développé un assemblage que j'avais déjà développé sur les meubles que j'avais fait avant, qui était joué sur du chêne en bois moisé avec du tenon en hêtre, en jouant sur la dilatation du hêtre. Donc réussir à faire un assemblage sans colle, sans vissage, directement avec du 10e millimètre à la robotique. Parce que ça, c'est ça l'intérêt, hein, c'est qu'on fait sans colle, sans vissage quasiment, et qu'on utilise des feuillus. C'est ça. Et aussi l'intérêt de pouvoir construire directement sur le chantier, plutôt que construire en atelier et amener ça en camion et avec une grue importante. Donc de pouvoir simplifier la construction elle-même sur le terrain. Et pour vous, le chercheur, qu'est-ce qu'elle a de caractérisé? Quelle est sa singularité à cette charpente? C'est tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire l'économie de ressources et le potentiel de préfabrication. Nous, on est convaincus dans mon équipe que l'avenir de la construction, c'est la construction industrielle, c'est la construction hors chantier, puisqu'on voit bien le problématique que c'est vrai pour le béton aussi. Hein. Enfin, le chantier devient... C'est pas que du bois. Hein. Non, oui, chez vous, d'ailleurs, on ne travaille pas que le bois, on travaille tous les matériaux. Voilà. Et le côté industriel, là, peut permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin que ce qu'avait proposé Philibert Delorme, ou même ce que propose aujourd'hui Jet du Bois, avec des outils de design paramétrique, avec des robots, avec une chaîne, un workflow digital qui va être complet, qui va permettre de faire de la mesure et de valider à chaque étape avec des datas les objets fabriqués. On peut plus facilement les assurer, optimiser et les garantir. Et donc c'est une économie de ressources, une économie de matière qui peut être considérable en fait. Sur le béton, elle est considérable. Sur le béton, elle est considérable. Je vais vous poser encore une question à propos de votre entreprise. Aujourd'hui, vous travaillez sur ces charpentes, vous proposez ce type de charpente pour quel type de bâtiment? Alors c'est assez large parce qu'en 3 ans on a cherché les limites qu'on pouvait avoir avec cette structure. Donc on a fait des bâtiments agricoles, de la survélation pour des immeubles, par exemple pour des bâtiments haussmanniens, des bâtiments de maisons individuelles bien sûr, et des ateliers comme aussi des usines qu'on voudrait développer pour faire des usines en kit. Donc par exemple une des usines qu'on voudrait faire est l'usine qu'on voudrait développer au nord de Saint-Germain, sur un terrain qu'on a déjà bloqué. D'accord. Donc cette usine, ce serait quoi? Alors cette usine serait un peu un manifeste de ce qu'on veut produire, mais c'est surtout aussi optimiser une chaîne de production qui va de la scierie avec le plot, enfin c'est un peu technique, mais c'est-à-dire c'est une prise en charge du plot brut, sorti de scierie, pour aller jusqu'à un produit fini. Donc soit la charpente ou de l'ameublement, parce que l'ameublement serait issu dans le processus qu'on a développé. Donc l'ameublement serait issu des chutes de production de charpente. Alors là, on a une photo avec une charpente, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est la charpente du principe de Philibert Delorme qui est à Saint-Germain-en-Laye, qui est le manège royal qui se trouve juste derrière la mairie. Et donc c'est ce principe-là que vous voulez reproduire aujourd'hui de manière, et on va le voir comment et qu'est-ce que vous allez essayer de faire ensemble. Mais ça veut dire qu'elle est forcément courbe, cette charpente? La charpente Philibert Delorme, oui, mais la nôtre, enfin celle qu'on essaie de développer, c'est surtout essayer de faire un système d'assemblage pour essayer de faire d'autres formes avec, comme sur celle qu'on voit à peu près, par exemple la petite photo tout à gauche, mais je ne sais pas si ça se voit. Si, ça se voit, ça se verra à l'écran, vous inquiétez pas. C'est un des bâtiments agricoles qu'on a développé et comme vous voyez, on a aussi à faire une autre forme avec... un poulailler. Un poulailler, oui. Et juste à droite, une maison de seniors qu'on avait aussi développée avec l'ameublement, plus la première structure qu'on avait développée tout en bas. Le but, c'est surtout que l'esquisse architecturale puisse se greffer sur notre technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de barrière au niveau de la forme. C'est-à-dire qu'on peut travailler des anses de panier, on peut travailler des anses très tendues, des pleins cintres, comme nous avons fait là pour le vestiaire. On est vraiment en cohérence avec le projet architectural. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes pour l'architecte. Parce que l'architecte, il craint parfois l'industrialisation, hein, même si aujourd'hui, il y a des architectes qui s'y intéressent. Il n'y a pas de contraintes pour lui à partir du moment où il adopte le principe. Oui, il adopte le principe. Et là, maintenant, on est en train de développer, donc, grâce avec l'École des Ponts, de faire une approche de normalisation, si on peut employer ce mot-là, pour le permettre de le mettre à la portée des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, des ingénieurs.
Et là, on voit l'usine dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça, oui. Parce que pour revenir sur ce que mon père a dit, eh bien, c'est le problème de cette structure, c'est qu'elle n'a jamais été normalisée. Donc c'est pour cette raison-là qu'on n'a jamais pu construire avec. Ça a été toujours fait de briques de broc. De manière empirique. Oui, de manière empirique, principalement par des agriculteurs ou par des charpentiers et par l'armée aussi pour faire des manèges royaux, quoi. Alors, on va retourner à l'école des ponts. Vous travaillez sur ces sujets-là, hein, à l'école déjà, avec des systèmes de robotique, et on va bientôt voir des images. Expliquez-nous un peu votre travail avant de rencontrer ces messieurs. Alors, avant de travailler avec les outils robotiques, ce qu'on fait surtout, c'est de l'optimisation de structures, de l'innovation des systèmes constructifs pour justement proposer des structures qui vont être plus efficaces, qui vont consommer moins de matière et qui vont être plus faciles à fabriquer. Une fois qu'on a dit ça, très vite, on rentre dans de la complexité, que ça soit au niveau des assemblages, au niveau des formes, au niveau des outils de calcul qui vont permettre de faire le travail. Et finalement, l'outil robotique vient, et on s'y est mis comme ça, on n'est pas du tout des roboticiens, vient comme une nécessité. On peut pas peut pas mettre en œuvre des structures aussi complexes qu'on les fait grâce aux maths, grâce à la géométrie architecturale. Une fois qu'on a ces formes, il faut forcément l'outil qui va copier ces formes et qui va nous permettre de les mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis dans la robotique, parce que ça nous paraît juste impossible d'imaginer un monde de la construction de demain sans robots. Sans robots. Alors on va voir un petit peu vos robots travailler dans votre lab. Et vous allez nous expliquer, nous commenter les images en même temps. Ouais, donc on a développé une plateforme technologique en collab d'ailleurs avec un cofinancement de l'Île-de-France qui nous permet justement de faire de la R&D, ce qui n'est pas notre métier de base, mais pour pouvoir avoir des interfaces avec des industriels comme G. Dubois. Et là, vous voyez en fait un robot qui vient préparer des poutres, qui sont des petits bois à la Philibert Delorme. Donc vous avez deux robots, vous avez celui-là qui se déplace en fait sur différents postes et puis qui va in fine venir se positionner pour être en collaboration avec un autre robot. Et l'autre robot, avec une très grande liberté de mouvement, ce que pourrait pas faire une machine à commande numérique, vient façonner la poutre qui va être, alors je crois qu'on ne le voit pas sur la vidéo, mais qui va être un élément d'une structure qu'on avait construite qui faisait 7 mètres de portée. Donc vous voyez, la pièce finie est assez complexe, hein. Il y a beaucoup de il y a des rainures, il y a des perçages avec des angles très précis. Toutes les pièces sont différentes, mais ça, grâce au paramétrique, au design paramétrique, en fait, c'est pas le robot, il peut fabriquer en continu et en série des pièces différentes. Et c'est ça la force de la robotique. C'est ça la force de la robotique et l'intérêt pour ces charpentes. Alors, comment s'est fait la rencontre et quelle va être votre valeur ajoutée dans le projet de ces messieurs? Alors, la rencontre, elle s'est faite. On avait organisé avec l'école d'architecture de Versailles un colloque à Paris sur hors site, mais pas hors sol. Donc sur l'architecture hors site qui a été beaucoup décriée, mais qui peut apporter énormément de solutions. On a oublié que dans les années 60, elle a juste permis à 500 000 personnes de se loger dignement. Hein. On ne voit que les côtés négatifs de la préfabrication. Et donc, on avait organisé un colloque sur ces sujets-là, et je crois que vous étiez venus écouter. Hein. Et nous, on avait fait une présentation sur la robotique pour la construction. On est rentré en contact, et maintenant, on essaye vraiment, parce qu'on est convaincu qu'il y a un intérêt sociétal à vraiment investiguer cet aspect. On le fait déjà sur le béton, avec des anciens comme Nervi, des grands architectes du XXe siècle, Nervi, Candela, qui ont fait des structures béton absolument incroyables qu'on ne saurait pas refaire aujourd'hui. Et donc nous, on essaye de les refaire grâce au digital. Et là, on reproduit un peu le même schéma avec le bois, ce qui est super agréable aussi d'ailleurs. Et le but, évidemment, c'est d'industrialiser tout ça pour pouvoir ensuite... Alors, c'est quoi? C'est développer des kits, c'est faire du sur-mesure, c'est faire des produits standards de catalogue dont les architectes, excusez-moi, vont pouvoir s'approprier. Comment ça se passe? Il y a la phase kit pour permettre à l'autoconstructeur d'intervenir un peu comme le système IKEA, mais au niveau de la structure de l'habitat. Et aussi, surtout, là, nous, c'est de pouvoir développer l'architecture, c'est-à-dire se mettre à la portée de l'esquisse architecturale avec les exigences du client,
de l'usage du bâtiment, donc ça peut être aussi une demande industrielle ou autre, et voilà, d'être en symbiose avec un système de production constructif qui soit basique, simple, ou de plus en plus élaboré avec l'école des ponts. C'est pour ça que l'idée de travailler avec l'école des ponts est majeure. Ça nous permettrait d'évoluer vers des grandes portées, d'affiner les choses, d'optimiser la ressource encore, et surtout de sortir, parce que nous, là pour l'instant, on a fait une démarche sur des robots qui ne travaillent que sur 4 faces, donc relativement élaborés, rapides, et ça nous permet, sur des bases de structure, d'être très optimiste au niveau du marché de la construction. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'allais dire que sur 4 phases, parce que vu les pièces qu'on faisait d'habitude, il n'y avait pas besoin de plus pour l'instant. Donc aujourd'hui, vous cherchez des financements, hein, c'est ça, on peut le dire? Oui. Appel au peuple? Appel au peuple. Oui, enfin, la plateforme que je vous ai montrée, c'est donc une plateforme de co-innovation qui a la capacité à chercher des fonds aussi, hein, que ce soit de l'ADEME, que ce soit des projets européens ou ce genre de choses. Et donc là, on essaye un peu par tous les moyens de démarrer des choses. Parce que l'important, c'est de démarrer, en fait. Et vous avez démarré puisque vous avez déjà un projet à Clermont-Ferrand. C'est ça, oui. De structure. Et donc là, on a des billes pour convaincre. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de passer la vitesse supérieure. Mais on a un projet surtout qu'on est en train de lancer, qui est un projet pour Mayotte, pour participer à la reconstruction. Donc on a proposé un Ulule, où on propose le projet de construire 6 maisons d'ici fin novembre, pour installer directement là-bas. Avec ce système évidemment, de Philibert Delorme. Enfin, réinterprété. Réinterprété et adapté pour les conditions directement sur l'île. C'est-à-dire qu'on a produit une esquisse architecturale de l'habitat tropical qui soit immédiatement réactif avec notre système. Donc on s'est collé au problème. Avec un système industrialisé. Et industrialisé, bien sûr. Et donc là, on a pris à bras-le-corps le problème de l'habitat tropicalisé pérenne, et surtout en bois, évidemment, autour de notre équipe de partenaires entre les scieries, que ce soit l'ONF avec l'école des ponts et 2-3 architectes, sur lesquels on a travaillé le sujet. Vous avez participé à ce projet aussi? Pas encore. Pas encore. Mais on aura moins d'intérêt sur ce sujet qui est plus basique en fait et très intéressant. Voilà, l'intérêt c'est vraiment les grandes portées. Ce que vous cherchez, c'est la grande portée, l'industrialisation, le produit standard mais qu'on peut adapter à n'importe quel type d'architecture. En gros. Oui. Mais pour faire cela, il nous faut une base de réalisation qu'on est en train de mener là bientôt. Voilà, donc c'est du concret. On sort de l'étude. Justement, la première réalisation qu'on a réussi à faire est celui qu'on a installé pour le salon. Ici, pour le salon, que tout le monde peut aller voir pendant la durée du salon. Écoutez, messieurs, est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose comme un petit mot de la fin sur ce genre de projet? Non, mais en fait, en tout cas, nous, on est vraiment fanat du projet de G. Dubois. C'est vraiment dans la même veine de ce qu'on peut faire avec des constructeurs qui sont plutôt avec des matériaux plus traditionnels comme le béton. Et c'est travailler le bois comme ça et le réinventer, je trouve ça assez... en tout cas, pour nous, c'est passionnant. Eh bien, honnêtement, c'est un projet qui dure depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, on avance peut-être en avant tous les deux au départ. Et au fur et à mesure, maintenant, on est 3, 4... presque une équipe qui commence à se relier. Et bientôt une usine. Et bientôt une usine derrière. Vous voulez ajouter quelque chose pour finir? Moi, à titre personnel, je suis très fier d'avoir fait un lien entre notre histoire architecturale, un personnage comme Philibert Delorme, qui a été un précurseur sur beaucoup de points. Et si on arrivait à le faire glisser dans le futur avec la robotique et puis optimiser tout cela pour régler certainement le problème de l'habitat, que ce soit l'habitat tropical ou l'habitat en métropole, de rendre accessible le mètre carré d'habitable. Voilà. Rendre accessible le mètre carré, c'est la promesse de la construction hors site normalement. C'est ce qu'on dit. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc nous parler de ce projet de réinterprétation des charpentes de Philibert Delorme, je l'ai bien dit. Oui. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Forum et le Codifab. Merci à vous.